Bien que les BD aient pris une place considérable dans la culture d'aujourd'hui, les représentations visuelles qui y sont utilisées varient souvent considérablement selon les cultures dont elles émanent. Par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas les conventions du manga, la manière dont les émotions y sont transmises peut sembler inhabituelle et même étrange. Les personnages pervers saignent du nez à la vue d'une belle femme, des bulles sortent du nez des personnages endormis, ou encore la physionomie des personnages se déforme instantanément quand ils réagissent à une forte émotion. Que se cache-t-il au juste derrière ces représentations ? Les systèmes de dessin conventionnels, en particulier ceux que l'on trouve dans les bandes dessinées du monde entier, constituent des langages visuels structurés et compris de manière analogue aux langues parlées. Des éléments tels que le nez sanglant et les bulles nasales peuvent être considérés comme des morphèmes visuels. Un morphème est un terme linguistique qui représente le plus petit élément porteur de sens. Par exemple, le mot chanteur est composé de 3 morphèmes, chant, heure et s. Un autre exemple avec courait, qui est composé de court, est et ent. En plus des morphèmes visuels, on peut parler de schéma graphique pour décrire des unités de représentation visuelle significatives, par exemple avec des compositions de parties agrégées plus complexes telles que des visages entiers, eux-mêmes constitués de morphèmes oculaires, buccaux et nasaux. Des distinctions entre ces éléments ont également été faites dans la recherche sur les mangas au Japon même. Les morphèmes visuels y sont caractérisés au sein de la grande classe des keiyu, formes métaphoriques, qui se décomposent en plusieurs sous-types. Le manpu, signe spécifique du manga, a des significations particulières comme les nez sanglants et les bulles de sommeil, tandis que le koka, impact, transmet des éléments tels que des lignes de mouvement, des lignes de zoom, des états émotionnels et psychologiques, etc. Ici, on va donc tenter de se pencher sur ce vocabulaire visuel et voir par exemple s'il existe des différences dans l'utilisation de ces formes selon les cibles éditoriales comme les shonen et les shoujo. Qu'est-ce qu'on entend au juste par langage visuel ? Nous utilisons tous des modes de communication structurés, que ce soit sous forme visuelle ou graphique avec le dessin par exemple, ou sous forme verbale. Cependant, il existe un fossé terminologique entre ces modalités. Nous parlons dans une langue parlée, mais nous dessinons dans... La réponse, pour combler cette lacune, c'est un langage visuel, et cette idée est intégrée dans des théories linguistiques et cognitives. Un vocabulaire visuel est compris en termes cognitifs. Les motifs graphiques sont stockés dans la mémoire à long terme de leur créateur, de la même manière que les motifs verbaux sont stockés sous forme de schémas. Dans la mesure où les gens pourraient partager le même modèle, on pourrait dire qu'ils dessinent dans un langage visuel commun. Comme les autres langages, les langages visuels ne sont pas universels et ils peuvent donc différer d'une culture à l'autre. La plupart des mangas sont donc écrits dans un langage visuel japonais qui contraste avec les langages visuels utilisés pour créer des bandes dessinées dans d'autres pays, d'autres cultures. Cette idée de langage visuel japonais n'est pas synonyme de manga, tout comme l'idée de langage visuel n'est pas synonyme de bande dessinée au sens large. Le langage visuel japonais décrit le système de communication picturale qui apparaît de manière stéréotypée dans les mangas du monde, qu'ils soient créés par des individus à l'intérieur ou à l'extérieur du Japon. En effet, le langage visuel japonais apparaît dans de nombreux contextes qui ne sont pas des mangas, notamment au Japon. Prenons par exemple cette publicité pour une crème traitant la douleur au pied. Pour représenter cette douleur, on a ajouté à la photo d'un pied pas moins de 3 morphèmes visuels
de langage visuel japonais. Des éclairs pour la douleur fulgurante, une goutte de sueur pour l'anxiété, et des crochets pour les yeux grimaçants. Ce contexte est clairement en dehors du manga, mais il utilise le même vocabulaire visuel. Dans la mesure où le langage visuel japonais et le manga sont des choses différentes, l'étude du langage visuel japonais ne s'applique donc pas uniquement aux œuvres publiées, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du manga. Le langage visuel japonais s'applique plutôt à l'analyse des représentations graphiques systématiques, allant de l'utilisation non manga, en passant par les créateurs de manga professionnels, et tout ce que l'on peut trouver entre les deux. Mais puisqu'on parle de langage visuel, pourrait-on parler de dialecte visuel? Parce que le langage visuel est une culture imprimée, qui n'est pas limitée par des frontières géographiques pour séparer des populations de locuteurs. Les dialectes délimitent ici des cibles éditoriales, car ils séparent différents groupes de personnes qui interagissent avec ces systèmes. Cela serait analogue à la conception selon laquelle le japonais du Kanto, qui est le dialecte parlé dans les régions entourant Tokyo, et le japonais du Kansai, qui est le dialecte parlé dans les régions entourant Osaka, existent en tant que dialecte de la langue japonaise parlée. Ils sont suffisamment similaires, de manière à être mutuellement intelligibles pour les locuteurs, mais ils diffèrent sous de nombreux aspects, prononciation, vocabulaire, syntaxe, etc. Donc, comme dans les langues parlées, le langage visuel peut également différer à de nombreux niveaux, tels que la structure graphique, c'est-à-dire le style visuel, la structure narrative, la mise en page, etc. Ainsi, on peut se demander dans quelle mesure les shonen et les shoujo partagent un vocabulaire visuel commun, et donc appartiennent à un langage visuel japonais commun, et dans quelle mesure nous trouvons des variations entre ces systèmes, ce qui constituerait alors des dialectes uniques. On peut classer les vocabulaires des langages visuels en deux classes générales. Les éléments de classe ouverte sont productifs et de nouveaux éléments peuvent facilement y être créés. Ces représentations sont souvent iconiques, c'est-à-dire qu'elles ressemblent à leur sens, car un auteur peut facilement dessiner des choses en fonction de ce à quoi elles ressemblent dans la vraie vie. Par exemple, les éléments de classe ouverte incluent souvent les façons dont les auteurs dessinent les silhouettes et les parties du corps des personnages, car ces éléments sont potentiellement variables et de nouveaux modèles peuvent facilement être créés lorsque cela est nécessaire. Les éléments de classe fermée sont beaucoup plus difficiles à créer car ils reposent souvent sur des significations conventionnelles qu'on ne peut pas comprendre si on ne sait pas ce qu'ils signifient, comme un nez sanglant pour signifier la luxure. La morphologie du langage visuel utilise des stratégies combinatoires, analogues à la morphologie des langages verbaux. Par exemple, certains morphèmes peuvent s'attacher à un autre morphème plus dominant. C'est le phénomène d'affixation. Les morphèmes peuvent remplacer entièrement ou partiellement un autre, c'est la supplétion. Et certains morphèmes peuvent se répéter, c'est la réduplication. L'affixation semble être le moyen le plus simple et le plus répandu de combiner des morphèmes visuels où un morphème, un affixe, s'attache à un autre morphème plus dominant, une racine. Un affixe clair pourrait être un porteur qui contient du texte comme des bulles de discours, de pensée, des légendes et des effets sonores. Ces morphèmes doivent s'attacher à une racine, de la même manière qu'une bulle de dialogue est attachée au personnage qui s'exprime. Le langage visuel japonais a plusieurs utilisations intéressantes des porteurs. Il y a par exemple les porteurs flottants, sans bordure, représentant des rires ou encore des bulles de parole, qui apparaissent sous forme de petites bouffées nuageuses représentant une respiration lourde. Une autre classe d'affixes est parfois visible au-dessus de la tête d'un personnage, et on pourrait donc parler d'affixes montants. On les trouve dans le langage visuel japonais, mais aussi dans les langages visuels américains et européens, comme les cœurs, les points d'exclamation ou les points d'interrogation.
Le langage visuel japonais place parfois ces affixes montants dans des supports qui apparaissent comme des bulles de parole, bien qu'ils ne représentent pas pour autant la parole. Ils peuvent aussi inclure de la vapeur qui ressemble à une bouffée de fumée pour indiquer la colère ou la frustration, etc. En plus des morphèmes présents au-dessus de la tête, les affixes en langage visuel japonais peuvent s'attacher à d'autres parties de la tête et du visage. Par exemple, certains morphèmes apparaissent sur le front ou sur la tête des personnages, comme une veine stylisée pour représenter la colère, une seule goutte de sueur pour représenter l'anxiété. Les bouches ont également une gamme de morphèmes, une bouffée d'air en forme de champignon incarne un soulagement, et du feu jaillissant de la bouche montre la colère. Quelques morphèmes apparaissent aussi à côté des yeux, comme une étincelle, pour montrer la détermination ou une décision prise. Enfin, certains affixes liés aux émotions utilisent des représentations très schématiques de phénomènes iconiques. Par exemple, contrairement à la goutte de sueur singulière sur le front, les personnages peuvent avoir plusieurs perles de sueur sur un visage pour montrer de l'anxiété. De petites bulles dans les coins des yeux représentent un personnage sur le point de pleurer. Le langage visuel japonais utilise également généralement une représentation hautement stylisée du rouge sur les joues pour montrer l'embarras. Des ombres peuvent apparaître sur tout le visage, sur les yeux, autour des yeux ou sous les yeux pour montrer un sentiment de malheur, de surprise ou d'anxiété. Les morphèmes peuvent également créer du sens en remplaçant un autre morphème, qu'il s'agisse d'une supplétion complète ou partielle. Pour mieux comprendre, faisons une analogie avec le français. Aller peut devenir vais, remplaçant alors le morphème entièrement. C'est une supplétion complète. Enseigner peut devenir enseigner, conservant presque l'intégralité du morphème, c'est une supplétion partielle. Pour revenir au langage visuel japonais, dans le manga Azumanga Daioh, les mains des personnages se transforment en moignons lorsqu'ils se mettent en colère, perdent le contrôle physique de leur corps ou rêvent. Cette supplétion peut potentiellement être une métaphore où la perte des mains est une perte de contrôle. Il existe une modification similaire qui est probablement la supplétion la plus reconnaissable du langage visuel japonais, la superdéformation, ou le style chibi. Ici, le style graphique d'une personne est changé de sa représentation normale vers un style extrêmement caricatural et miniature, indiquant un état d'émotion écrasante. La superdéformation peut s'appliquer à des personnages entiers ou juste des parties de leur corps. Les personnages prennent également des traits animaliers au service de la transmission des émotions. De longues lèvres supérieures rappelant les singes apparaissent sur des hommes particulièrement lubriques. Des dents animales pointues apparaissent dans la bouche des personnages en colère et une gueule de chat en forme de 3 retournée apparaît pour les personnages espiègles. Les personnages peuvent adopter une pose choquée avec les mains levées et en cambrant le dos, invoquant ainsi la surprise. Ils peuvent également prendre la forme du célèbre tableau Le Cri quand ils sont surpris. De la même manière que les affixes montants forment une classe d'affixes, une classe de supplétifs semble substituer divers morphèmes en ce qui concerne les yeux des personnages. Ces accentuations oculaires remplacent les yeux par des éléments tels que le symbole du dollar, des cœurs ou des étoiles pour donner une signification supplémentaire. On peut aussi trouver d'autres manipulations, comme des crochets. Les yeux peuvent également être laissés vides, entièrement effacés ou sortir de la tête. Des manipulations similaires se produisent pour les pupilles, en les réduisant ou en les omettant. Enfin, certaines manipulations du corps peuvent être classées comme des supplétifs, en ce sens qu'elles remplacent des parties du corps en les agrandissant. Par exemple, les oreilles peuvent atteindre une taille anormale pour indiquer qu'un personnage écoute une conversation lointaine. Un élargissement plus spectaculaire peut se produire sous la forme d'une tête géante hurlante, lorsqu'un personnage est particulièrement en colère. Cela invoque la métaphore de la colère comme fluide chaud
dans un récipient sous pression, puisque la colère devient si pressurisée qu'elle élargit le contenant de la tête. Ces manipulations ne peuvent être envisagées que comme des supplétions partielles, car elles ne remplacent pas d'autres morphèmes, elles les exagèrent à des fins hyperboliques. Le sens peut également changer par la répétition ou réduplication de morphèmes. Sous forme graphique, cela se produit généralement lorsque des parties du corps ou des silhouettes entières sont répétées pour montrer un changement d'action dans une seule image. Le langage visuel japonais le fait généralement en proposant un personnage à deux têtes subissant un certain type de changement rapide d'état ou un personnage secouant frénétiquement les bras de haut en bas. Enfin, les mangas utilisent souvent des méthodes pour dessiner les arrière-plans, afin de transmettre les états émotionnels des personnages. Comme beaucoup de morphèmes visuels, il nécessite une expérience du manga pour être compris. Les plus simples sont des arrière-plans entièrement noirs, lorsque la représentation entière, y compris les personnages, est ombrée de gris, ou lorsque seul le personnage principal est ombré, souvent avec un arrière-plan omis, pour être purement blanc. D'autres arrière-plans utilisent des morphèmes qui peuvent également s'appliquer au corps des personnages, tels que les cœurs ou les lignes verticales représentant les ténèbres. Les arrière-plans peuvent également représenter des cercles flous, des étincelles ou des lignes ondulées. Certains arrière-plans impliquent des aspects de la nature ou du temps, tels que des pétales de fleurs pour représenter la joie ou l'amour, ou le feu, la foudre et le brouillard pour représenter la colère. Ces représentations ne sont pas des dépictions de la nature ou du temps. Il n'y a pas réellement de fleurs dans la scène et il se peut qu'il n'y ait pas de véritable tempête. Ces arrière-plans invoquent un schéma métaphorique où l'émotion est une force naturelle qui enveloppe le personnage. Une tempête est ainsi interprétée comme des émotions orageuses. Maintenant que nous avons vu la morphologie du langage visuel japonais en général, on peut donc se demander s'il y a effectivement des différences selon les cibles éditoriales, qui sont souvent délimitées par les données démographiques du public visé. Alors que les mangas sont censés avoir un public cible, les deux sexes favorisent indépendamment le manga shonen à d'autres, et les jeunes garçons ne lisent généralement pas les mangas shoujo. De plus, le manga shonen est perçu comme le stéréotype du manga, et il est aussi le plus vendu, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du Japon. Le manga shoujo semble avoir un lectorat plus ciblé. Chaque catégorie a également son propre type d'histoire, de manière implicite ou attendue. Les mangas shonen abordent généralement des thèmes plus aventureux, impliquant des mondes fantastiques, de la science-fiction, du sport, des samouraïs, des ninjas, ou encore d'autres scénarios qui tournent souvent autour d'un conflit physique. De son côté, le manga shoujo se concentre généralement sur l'émotionnel et les états psychologiques de ses personnages, proposant souvent les thèmes de la romance, de la vie quotidienne ou la vie scolaire. Les catégories de manga sont traitées comme ayant des dialectes distincts au sein du langage visuel japonais, largement partagé par de nombreux auteurs de manga. Ces dialectes sont définis par la manière dont les shonen et shoujo semblent différer selon de nombreuses dimensions structurelles. Les différences les plus notables incluent leur style visuel, certains aspects de la morphologie, mais aussi des aspects de la mise en page et de la narration. Les origines du style shonen sont souvent attribuées à Osamu Tezuka, et il est souvent aussi crédité pour le lancement des shoujo. Bien que Tezuka ait pu influencer les créateurs de manga shoujo, les origines de ce style peuvent en fait être reliées à d'autres auteurs des années 50, en particulier Makoto Takahashi, ou encore des illustrateurs de magazines encore plus anciens, comme Junichi Nakahara, dans les années 1930. Ces artistes ont posé les bases du style shoujo stéréotypé avec des formes arrondies et des lignes douces, l'utilisation de nombreux schémas oculaires surdimensionnés contenant des étoiles ou des étincelles et avec des arrière-plans floraux pour renforcer la saillance émotionnelle d'une scène.
Ces éléments ont défini le caractère des shoujo, contrastant avec les lignes plus anguleuses des shonen qui utilisent la morphologie pour renforcer les intrigues liées à l'action, telles que les lignes de mouvement. En d'autres termes, les motifs du manga shoujo ont tenté de différencier un groupe social d'un autre, ici par le sexe, tout comme la plupart des dialectes linguistiques. Bien sûr, les auteurs n'établissent pas tous, nécessairement, de frontières strictement définies. Les auteurs de manga shonen peuvent également créer des mangas shoujo ou peuvent créer des œuvres qui effacent la frontière entre les catégories. Il se peut que, pour ces auteurs, leur langage visuel puisse rester stable, quel que soit le type de manga. De plus, il y a sans aucun doute des auteurs de manga dont le style de dessin sort du langage visuel japonais attendu. La notion de langage visuel japonais et ses dialectes est une moyenne des modèles. Cela ne veut pas dire que 100% des auteurs y ont recours. Donc, si on parle de langage visuel japonais shonen, c'est pour décrire le système qui semble être utilisé dans les œuvres qui sont liées par cette étiquette commune. Dans le cadre du langage visuel japonais, shonen et shoujo, tout en conservant des éléments distincts et uniques à chaque cible, ont donc en réalité beaucoup de propriétés communes. Ils représentent chacun un dialecte différent du langage visuel abstrait japonais plus large, partagé entre ces systèmes. Certains morphèmes visuels sont effectivement plus présents dans telle ou telle catégorie, et ces représentations semblent être caractéristiques des stéréotypes de la dite catégorie. Par exemple, les arrière-plans du manga shoujo utiliseront plus souvent des fleurs ou des étincelles, même chose pour le style chibi. Ces morphèmes sont caractérisants du style associé au manga shoujo, renforçant et définissant leur stéréotypes. Les shonen, quant à eux, pourront être caractérisés par des morphèmes liés à la colère, comme des dents pointues, des hurlements, et à l'action, comme des lignes de vitesse. Ainsi, le contenu émotionnel des morphèmes utilisés par les catégories particulières reflète également les thèmes émotionnels attendus de ces œuvres. Malgré cela, tous les morphèmes propres au manga, que nous avons vus, ne semblent presque jamais exclusifs à une cible éditoriale. On peut donc penser qu'en réalité, derrière les apparences et la scission éditoriale, les livres partagent l'essentiel du même vocabulaire visuel. On pourrait en déduire que les différences dans les dialectes portent moins sur les types de morphèmes que sur la proportion de morphèmes. À cela viennent bien sûr s'ajouter des variations de mise en page, de structure narrative et autres, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Pour finir, je vous laisserai avec une question qui nous concerne directement, nous, Français et francophones. On a vu ensemble le caractère unique de ce langage visuel japonais. Mais alors, qu'en est-il des mangas créés hors du Japon? Et à plus forte raison par des non-japonais, comme des Français, par exemple. Le fameux manga français, ou manfra, qui est de plus en plus populaire, utilise-t-il la même proportion de morphologie visuelle qu'un locuteur natif de langage visuel japonais? Ou est-ce que le manga français ressemble davantage à un créole de la BD résultant de l'hybridation du langage visuel japonais et des langages visuels européens? Je vous laisse y réfléchir au travers du prisme que cette vidéo vous aura, je l'espère, offert. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une future vidéo sur Orion Manga.